Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale élection présidentielle américaine et l'annonce qui a été faite ce soir avec le retrait de cette élection du président-candidat Joe Biden. Le président américain, justement, a annoncé, 81 ans, a annoncé avoir renoncé à se présenter à l'élection présidentielle. Il a déclaré soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Alors, messieurs, Faisal Matawi et Sofiane Baroudi, c'est une annonce qui a créé un séisme politique aux États-Unis et ainsi jeté les bases d'une nouvelle élection aux États-Unis avec un probable candidat démocrate qui sera connu ou déjà annoncé justement ces dernières heures. Le candidat sera connu à la mi-août avec la convention du Parti démocrate qui aura lieu à Chicago et ça sera très compliqué, très compliqué dans la mesure où Kamala Harris, qui a été choisie par le président Biden, qui a décidé donc de se retirer, on s'attendait déjà à ça, à ce qu'il se retire, parce qu'il a accumulé les erreurs, les délires parfois en public, et se tromper sur les noms même du président Zelensky et Poutine, et beaucoup dans le camp démocrate, notamment l'ancien président Barack Obama, Pelosi, Nancy Pelosi, qui était président de la Chambre des représentants, tous ces leaders du Parti démocrate ont demandé, dans la discrétion, et maintenant c'est public, au président Biden de se retirer pour l'intérêt du Parti démocrate. Le retrait est un peu tardif, puisque les primaires ont déjà eu lieu, et donc il est impossible d'avoir de nouvelles primaires au sein du Parti démocrate, mais il va falloir choisir un candidat. Or, lequel ? Kamala Harris, visiblement, qui est de l'aile progressiste du Parti démocrate, n'a pas tous les faveurs du camp démocrate. Du camp démocrate, parce qu'il y a un camp conservateur au sein du Parti démocrate, et donc ça sera très difficile. C'est pour ça que tout à l'heure, Haim Harrison, qui est le président du Parti démocrate, a déclaré que le processus du choix du candidat sera transparent et discipliné. Il a même appelé à l'unification du parti parce qu'il y a un risque de division. Cela a eu lieu déjà dans les années 60 pour le Parti démocrate à cause de la guerre du Vietnam et à cause des divisions pour le choix du candidat. Le parti a perdu. Le Parti démocrate a perdu les élections. Il y a beaucoup d'experts qui pensent que il sera difficile pour le Parti démocrate de rattraper le temps perdu parce qu'il reste quand même 3 mois. Les élections présidentielles auront lieu en novembre. Il va falloir choisir un candidat qui est suffisamment puissant, suffisamment convaincant pour rattraper le retard face à Donald Trump, qui a échappé à un attentat le 13 juillet dernier et qui, à cause de cet attentat, a eu beaucoup de popularité. Il a gagné un procès, notamment aux États-Unis, bien qu'il a toujours des charges dans d'autres affaires, mais face à Trump triomphant, qui apparaît comme un héros national, qui a échappé à un attentat sur le territoire américain, il sera donc difficile de rattraper ce temps perdu pour les démocrates, à moins qu'ils choisissent un candidat qui est suffisamment convaincant. Évidemment, on aura peut-être le temps lors de l'émission pour parler de qui sera le prochain, parce que Kamala Harris, bien qu'elle a beaucoup d'avantages, qu'elle a été choisie par le président sortant, elle risque d'être contestée. Biden a déclaré continuer son exercice de président des États-Unis jusqu'à janvier prochain. Donc il a toujours pour lui les capacités physiques et mentales, bien qu'il y ait des doutes pour continuer à diriger les États-Unis. Peut-être qu'il va peser sur le choix du prochain candidat. Alors, Sofiane Baroudi, l'annonce a été faite d'une manière assez rapide et transmise à la presse internationale par tweet ou par format réseaux sociaux, format de X, comme le surnomme maintenant. Toutes les réactions aujourd'hui ont été transmises par tweet. Il n'y a aucune réaction via la télévision. Alors aujourd'hui, les réactions politiques à cette renonciation est visiblement franchie ou choisie le camp des réseaux sociaux. Alors déjà, il faut à mon avis rappeler la conjoncture politique que traversent les États-Unis actuellement. C'est-à-dire qu'on peut parler à mon avis de crise politique ouverte et assez profonde, notamment après la séquence de l'attentat contre l'ancien président Donald Trump qui a vraiment, si vous voulez, rajouté de la tension à une situation politique qui était déjà chrysogène et qui augurait d'une confrontation à venir entre deux camps qui sont très très polarisés, entre un parti républicain qui s'est retrouvé renforcé par la figure
candidature de Donald Trump, qui a, comme l'a dit Faisal Matawi, a déjà gagné un procès très important, c'est celui des documents secrets qu'on lui reprochait, et un parti démocrate qui, lui, est très affaibli de par aussi les résultats d'une conjoncture politique, notamment parce qu'il y a eu, si vous voulez, une fronde des progressistes du Parti démocrate quant au comportement du président Joe Biden concernant la guerre génocidaire que mène l'entité sioniste en Palestine, particulièrement à Gaza, ce qui a fait perdre beaucoup de points à Joe Biden à l'intérieur de son propre camp et ce qui a affaibli le Parti démocrate dans une séquence politique, comme je le disais, chrysogène et une confrontation qui s'annonce pour des élections qui sont des élections non seulement d'importance historique pour les États-Unis, mais aussi un impact géopolitique déterminant pour le reste du monde. Et je pense que les réseaux sociaux, notamment Twitter et X, qui appartient à un milliardaire assez particulier, Elon Musk, qui a pris aussi beaucoup de poids sur l'échiquier politique non seulement américain, mais aussi l'échiquier politique international, est aussi un des enjeux. Il y a aussi, il faut le rappeler, le fait que, si vous voulez, les prestations télévisuelles du président Biden ont été vraiment on va dire, très difficiles, pour ne pas dire autre chose. D'ailleurs, l'un des principaux motifs du désengagement de beaucoup de cadres du Parti démocrate, c'était le débat catastrophique sur CNN qui a opposé le candidat Trump, qui lui est investi par le Parti républicain officiellement, au président candidat Joe Biden, qui a fait une prestation malheureusement assez catastrophique sur CNN. Je pense que cette apparition sur la télévision a beaucoup affaibli le candidat Joe Biden et a surtout suscité la démobilisation des cadres du Parti démocrate, parce que la base, elle, était déjà une base frondeuse. Et surtout les bailleurs de fonds, Salim, parce que vous savez que les élections américaines, c'est aussi une lutte entre deux cagnottes. Les bailleurs de fonds ont exprimé publiquement qu'ils n'allaient pas financer la campagne des démocrates si le président Biden allait se représenter pour un deuxième mandat. Parmi eux, il y avait George Clooney. George Clooney aussi. Il y a même un des grands soutiens, par exemple, à Friedman, qui est un grand éditorialiste et un économiste, qui avait annoncé de façon fracassante son désengagement du soutien au Parti démocrate et à Joe Biden. On va revenir sur les donateurs, mais laissez-moi parler justement, l'ex-président candidat faisait l'effet d'objet de critiques nourries de plusieurs égarements et approximations lors des conférences de presse et débats. On regarde justement ces vidéos qui ont fait le buzz depuis quelques semaines, juste avant son annonce un petit peu historique. Vidéo de Joe Biden. Dans le monde d'ailleurs, les faits et gestes de Joe Biden sont scrutés. À l'approche des élections, certains doutent de ses capacités. Il faut dire qu'il multiplie les bourdes. C'était le cas hier encore, comme on va le voir avec Mathieu Van Winkel et Julie Rans. Le président américain face à la presse internationale. Joe Biden conclut le sommet de l'OTAN à Washington. Vu les doutes qui se multiplient sur ses capacités mentales, chaque mot est surveillé. Et au moment de donner la parole au président ukrainien, Joe Biden va commettre l'irréparable. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Confondre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le président ukrainien va s'en sortir avec un sourire. Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Mais Joe Biden va faire une deuxième erreur. Le président est invité à faire un commentaire sur sa vice-présidente Kamala Harris. Il va là aussi se tromper de nom. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Des bourdes qui ne font plus rire personne chez les démocrates. Ces sénateurs ont demandé une entrevue avec l'équipe du président Biden. Certains sont très inquiets. My main concern is the health and well-being of the president, okay? And I think he'll make the right decision. And that's the only decision. The right decision is what's right for him. He's going to make that decision. It's right for the country, then we'll make a decision from there. I think if things stay as they are, it's likely that Donald Trump will win the election and we'll lose the Senate and we'll lose the House. Et les appels contre la candidature de Joe Biden se multiplient. L'acteur George Clooney demande un nouveau candidat à la Maison-Blanche. Il est jusqu'à présent un des plus gros soutiens financiers du président. Les démocrates vont devoir faire un choix et l'assumer. L'élection est dans 4 mois. Voilà, c'était quelques lapsus et égarements du candidat, l'ex-candidat à la présidentielle américaine, Joe Biden. Nous avons avec nous pour commenter cette annonce M. Nicolas Mirkovic à partir de Paris. Vous êtes géopoliticien, spécialiste des États-Unis. Quel effet justement cette annonce
provoque à Paris notamment, surtout que nous n'avons pas encore eu de réaction de l'Élysée sur cette annonce historique du candidat américain. Je pense que pour certains qui ne suivent pas très bien la politique aux États-Unis, c'est en effet une grande surprise. Mais pour ceux qui suivent ce qui se passe aux États-Unis depuis pas mal de temps, c'est pas une si grande surprise que ça. Et ces derniers jours, la rumeur de l'abandon de Joe Biden était quand même très importante dans les milieux, on va dire, qui suivent l'actualité des États-Unis. Je pense que c'est pas une surprise réellement parce que on voit que Donald Trump aujourd'hui est en train de vraiment devenir un candidat qui va être très difficile à battre lors des prochaines élections, en tout cas très difficile à battre par Joe Biden. Et on a vu que depuis le débat complètement loupé par Joe Biden, avec l'attentat loupé également contre Donald Trump, Trump est aujourd'hui dans une position de force. Et ces derniers jours, on avait quand même autour de Biden plusieurs hauts responsables du Parti démocrate. On a eu aussi surtout des financiers qui ne voulaient plus donner ou qui proposaient d'arrêter les paiements en attendant de voir ce qui allait se passer, qui ne voulaient plus soutenir Biden. Biden, lui, voulait rester. Ça, c'est important de le souligner. Biden ne voulait pas abandonner parce que cette information date depuis quelques semaines quand même. Mais à la fin, visiblement, Biden a cédé. Et maintenant, on va voir en effet comment est-ce que les alliés de Joe Biden réagissent à Paris. On va voir ce que dit Emmanuel Macron. Mais cette information courait depuis longtemps et elle a été prise, je pense, ce soir parce que Donald Trump est en train de faire une campagne qui est très très forte et que les démocrates et une bonne partie des néoconservateurs américains ont peur que Joe Biden ne puisse pas battre Trump en l'état actuel des choses. Monsieur Mirkovitch, justement, beaucoup de spécialistes, notamment les journalistes, pensent que c'est une surprise, mais pour de nombreux observateurs politiques, ce retrait ou ce renoncement était calculé, même préparé par l'équipe de Biden, surtout après l'attentat loupé, comme vous dites, contre Donald Trump. Tout à fait. Vous savez, Joe Biden est dans cet état-là on va dire, où il fait des erreurs, il confond les personnalités. Depuis quasiment le début de son mandat, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis le début, beaucoup de spécialistes, on va dire peut-être certainement plus indépendants que beaucoup de journalistes, des médias en tout cas dominants en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, ont très bien vu que Joe Biden n'était pas l'homme le plus puissant du monde, puisqu'il avait il commettait beaucoup d'erreurs, il ne savait pas exactement où il se trouvait, ni avec qui il parlait, ce qui signifiait que forcément autour de lui, il y a une équipe qui était en place, qui était en train de prendre les décisions, ou en tout cas en train de piloter sa main pour une bonne partie des décisions. Donc cette situation, on va dire, de maladie avancée de Joe Biden, elle n'est pas quelque chose de réellement nouveau pour qui regarde Joe Biden sur le plan national et international depuis quasiment sa campagne, on va dire, contre Donald Trump et ensuite surtout depuis sa présidence. Là, depuis ces dernières semaines, ce qui est nouveau, c'est que Joe Biden a montré plus que jamais ses faiblesses. C'est une personne qui est âgée. Ses faiblesses, le travail de président est quand même extrêmement fatigant, il a montré, et au même moment, Donald Trump, lui, il est en train de monter, je pense qu'au sein du Parti démocrate, et n'oublions pas que les délégués du Parti démocrate ont massivement donné leur voix en tout cas, se sont inscrits derrière Joe Biden, donc pour beaucoup de personnes, Joe Biden allait être le candidat officiel. La raison pour laquelle ils prennent cette décision maintenant, c'est parce qu'ils ont en face d'eux un Donald Trump qui fait une impression beaucoup plus forte qu'il ne le pensait. Et c'est un peu la panique au sein du camp démocrate aujourd'hui parce qu'il ne voit pas Biden gagner contre Trump. Et donc, il court très rapidement dans la dernière ligne droite pour chercher un nouveau candidat pour tenter de battre Trump. Alors, en tant que spécialiste justement des questions américaines, est-ce que vous pensez que Biden, qui a choisi Kamala Harris comme sa potentielle candidate à l'élection présidentielle dans le camp démocrate, est un choix calculé ou préparé? Surtout qu'il y a d'autres candidats qui pourraient, dans le camp démocrate, qui pourraient faire mieux l'affaire. Oui, tout à fait. Déjà, je pense qu'il y a un déni de démocratie au sein du Parti démocrate, puisqu'il y a pas mal les délégués voulaient voir Biden, donc il a remis sa démission, il ne va pas se présenter. Bon, on pourrait
donner sa voix pour Biden ne signifie pas forcément donner sa voix à Kamala Harris. Biden n'a jamais vraiment laissé à Kamala Harris la possibilité de s'exprimer en tant que vice-présidente des États-Unis. Bon, elle est en effet en même temps présidente du Sénat. C'est une personne qui on pense, qui a servi un petit peu de potiche ou de faire valoir. C'est une femme issue des minorités, qui est c'est une femme. En même temps, Joe Biden a joué beaucoup la carte des minorités et de l'ouverture et de la diversité lors de sa campagne. Kamala Harris n'a pas eu vraiment l'occasion de montrer qu'elle avait les compétences pour occuper le premier poste politique des États-Unis. Et Joe Biden ne lui a pas laissé cette possibilité. Aussi, je pense que c'est un plan B de dernière minute, parce que si il avait préparé Kamala Harris à se présenter en tant que présidente, eh bien, on l'aurait vu déjà depuis ces derniers mois. Kamala Harris monter en puissance, l'accompagner plus souvent, prendre la parole sur des dossiers clés, intervenir sur des dossiers clés. Il ne l'a pas fait du tout. C'est bien un plan B de dernière minute, parce que c'est la panique au sein du Parti démocrate aujourd'hui, parce qu'ils ont extrêmement peur de Donald Trump. Justement, si on parle du rôle des médias dans cette élection présidentielle américaine, on peut considérer que les médias ont mal calculé un petit peu cette compétition qui était en faveur de Biden au début et qui revient en faveur de Trump, surtout les dernières semaines. Vous avez tout à fait raison. Et c'est comme la dernière fois, on voit de nouveau, c'est un problème majeur, qui traverse l'ensemble des pays occidentaux et notamment aux États-Unis, où les médias sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Nous avons des personnes sur des plateaux de télévision qui sont extrêmement politisées et qui ne font pas du journalisme, mais qui font de la politique. Et donc, comme une bonne partie de ces journalistes sont très proches du Parti démocrate, en tout cas viscéralement anti-Trump, on a l'impression en les écoutant que Biden va forcément gagner, que c'est le Parti démocrate qui va gagner contre Trump. Et ils ne voient pas, ils ne font pas du terrain, ils ne vont pas assister aux conventions, aux rassemblements publics du candidat Trump, ils ne vont pas parler aux États-Unis, ils ne quittent pas leur bureau de la côte Est ou du côte Ouest, et donc évidemment ils font des erreurs de calcul. Et je vous rappelle que ce sont ces erreurs qui ont fait que en 2020, quand Donald Trump a été élu, ça a été une énorme surprise pour beaucoup de journalistes, pas pour des spécialistes, mais pour des journalistes qui, eux, dans le monde occidental, étaient tellement persuadés que Biden allait gagner, parce que Biden représentait les mêmes couleurs politiques que les leurs. Et ils n'ont pas fait ce travail important de terrain, de discuter avec les personnes. Les États-Unis traversent une crise. Les Américains sont très inquiets. Ils sont inquiets pour la politique nationale, ils sont inquiets pour leur sécurité, ils sont inquiets au niveau international. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils voient très bien que les États-Unis n'ont plus le rôle de policier mondial qui se sont attribués au XXe siècle, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces Américains cherchent une solution qui en tout cas en 2020 n'était pas le camp démocrate, c'était Donald Trump. Et il faut voir aussi avec quel enthousiasme de nombreux journalistes américains, mais aussi français, ce sont les mêmes, ils sont des mêmes pensées politiques, se réjouissent aux idées des attaques contre Donald Trump. Chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque contre Donald Trump, ça fait la une des journaux. Et c'est un réjouissement politique, non pas objectif. Si Donald Trump est impliqué dans des affaires, il est normal que les journalistes se renseignent et suivent cela. Mais ils le font avec une délectation en espérant que Donald Trump tomberait. Et ce sont ces mêmes journalistes qui suivaient Donald Trump à la culotte sur toutes les petites affaires et les grosses affaires, en tout cas, qui le collaient à la peau, mais qui ne disaient rien sur l'état de la santé de Joe Biden, qui ne disait rien sur les erreurs, qui ne s'inquiétait pas sur la direction, sur la présidence des États-Unis et entre les mains de qui cette présidence était. Tout au long de l'année, ils ont fermé les yeux. Et il y a un grand problème de journalisme objectif aujourd'hui aux États-Unis. J'écoutais Tucker Carlson, mais vous pouvez écouter aussi en face Matt Taibbi, qui est pas du tout la même paroisse politique que Carlson. Ils disent la même chose. Il n'y a plus la place sur les médias dominants pour du journalisme indépendant aux États-Unis. Et donc, ils vont sur Internet où là, ils trouvent beaucoup de succès. Merci, Monsieur Nicolas Merkovitch. Restez avec nous pour poursuivre ce débat. On fait une courte pause de pub et on revient au débat.
On poursuit le débat sur l'annonce justement du retrait de Joe Biden de l'élection présidentielle. Nous avons avec nous Badis Khnissa à partir de Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Badis, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Oui, alors, Monsieur Badis, alors quelle réaction justement dans les milieux aussi bien francophones que arabophones sur ce retrait de la candidature de Joe Biden à un moment très crucial de l'élection présidentielle américaine? Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, les élections, notamment américaines, ce sont des élections sensibles, stratégiques, mais surtout aussi très épiées, très regardées par l'opinion internationale, et notamment, y compris, comme vous l'avez dit, surtout aujourd'hui le monde arabe, dans un contexte justement du génocide de Gaza et évidemment la guerre en Ukraine. Donc, il faut revenir un peu, je dirais, aux prémices, notamment, et surtout les leviers qui ont aujourd'hui mené à cette situation, même si effectivement c'est un rebondissement politique prévisible, certes qui intervient tardivement, puisque depuis quelques semaines déjà, il y avait une demande insistante, notamment du propre camp des démocrates, pour que justement Joe Biden renonce et jette l'éponge. Aujourd'hui, ça intervient dans un timing aussi, peut-être qu'on pourrait en parler plus tard, puisqu'il attend dès jeudi une visite de Benjamin Netanyahu notamment, qui va émettre un discours au Congrès. Donc le faire dans un contexte comme celui-ci, c'est aussi fragiliser un peu la teneur notamment et la carrure du président face à un Benjamin Netanyahu lequel il a beaucoup de divergences, notamment sur les accords de paix et surtout les négociations en cours avec la partie résistante palestinienne. Mais en revanche, il faut aussi considérer qu'aujourd'hui nous sommes peut-être dans une nouvelle séquence, je dirais, électorale, avec, vous l'avez rappelé tout à l'heure et ça a été dit aussi par vos intervenants, nous avons effectivement ce renoncement, certes prévisible, certes qui intervient par rapport à une fragilisation, une fébrilité notamment du président Biden, notamment tant les critiques sur son aspect, sur l'état de santé, et y compris effectivement les frasques et surtout les capacités intellectuelles, cognitives et notamment mentales de sa part, notamment avec ses lapsus à répétition qui aggravent notamment cette situation dans une élection, faut-il le rappeler aussi, où Donald Trump a le vent en poupe dans cette élection puisqu'il sort d'un attentat manqué dans lequel il a surjoué effectivement. Rappelez-vous, quelques instants après cette attaque, il a brandi le poing levé en répétant « fight, fight, fight ». Il faut combattre justement pour cette Amérique qui défend, mais surtout surjouer pour instrumentaliser, et ça a marché, puisqu'il y a une effervescence et une dynamique disproportionnée notamment autour de Trump, dans laquelle aujourd'hui le camp des démocrates, dans un pragmatisme raisonné, mais surtout une sagesse, je dirais, politique, a préféré effectivement, en plus, ça a été dit tout à l'heure aussi par d'autres leviers de pression, rappelons que 2/3 de l'électorat des démocrates sondés ont demandé le retrait de Biden. Vous avez aussi les bailleurs de fonds, notamment les donateurs, où ils ont menacé de geler plus de 90 millions de dollars si Joe Biden ne se retirait pas. Donc, vous avez un agrégat de plusieurs facteurs qui a joué aujourd'hui en la faveur justement de ce retrait, et notamment la question subsidiaire qui est sur tous les lèvres, à savoir quel candidat pourrait jouer le poulain gagnant, puisqu'il est question de non seulement remplacer Joe Biden à pied levé, mais surtout aussi d'assurer une victoire. D'assurer la succession, oui. Absolument, mais surtout d'assurer une victoire face à un Donald Trump inarrêtable, un Donald Trump qui justement n'a cessé d'attaquer, effectivement, y compris après le retrait de Joe Biden et avec peut-être la potentielle candidature de Kamala Harris, pour surjouer encore une fois et jouer ce martyr de la démocratie de ses propres mots pour incarner une Amérique qui est de plus en plus fracturée, faut-il le rappeler. Mais ce qui est le plus inquiétant, si vous me permettez, c'est au-delà du conciliabule peut-être, ou même la conclave qui se tiendra et certainement qui se aboutira lors de la convention de Chicago du 19 au 23 août, c'est aussi, ce qui est inquiétant, c'est ce côté de division et de fracture, y compris au sein même des camps des démocrates. Donc, rappelez-vous, il y a quelques instants, Barack Obama, d'ailleurs, qui a peut-être pris une tangente différente par rapport aux autres soutiens, parce que Kamala Harris a été effectivement adoubée en matière de candidature, il a pris une position différente qui consiste à ouvrir la compétition, une espèce de primaire bis rapide pour pouvoir justement ouvrir les candidatures à d'autres candidats et ne pas rester justement dans une candidate là où on pourra en parler peut-être sur les points positifs et les points négatifs, mais qui porte aussi le bilan
Joe Biden aujourd'hui. Monsieur Khmissa, on parle justement de l'éventuelle candidature de la femme de Barack Obama, Michelle Obama. Tout à fait. Alors là, par contre, vous me permettrez de revenir un peu sur deux aspects, deux axes principaux. L'axe d'abord purement politique, puis l'axe aussi sociétal. Je commence peut-être par le deuxième. L'axe sociétal, il faut rappeler que la société américaine, même si aujourd'hui elle subit une conjoncture inégalée, singulière, tant sur l'aspect interne, puisqu'il y a une crise économique latente notamment, un taux de chômage galopant, mais aussi sur l'aspect extérieur, même si les Américains sont beaucoup plus focus sur la politique interne et ce qui les concerne au quotidien. Donc là-dessus, la société malheureusement américaine n'a pas assez changé. Elle est toujours ancrée sur des ancrages sociétaux parfois stéréotypés, à savoir de la misogynie. Donc je crains qu'aujourd'hui la société américaine n'est pas prête à faire émerger, en tout cas, une femme à la Maison-Blanche. Rappelez-vous du scénario d'Hillary Clinton, qui avait d'ailleurs gagné en matière de voix, de 260 000 voix de plus que Trump, mais ça n'a pas suffi justement pour contrebalancer les grands électeurs notamment, qui eux sont justement décisionnaires du candidat et surtout du victorieux, notamment en 2016. Donc vous avez cet aspect-là qui est purement sociétal. Vous avez un autre aspect aussi, comme j'expliquais, où vous avez Kamala Harris, qui aujourd'hui peut-être est adoubée dans son propre camp, mais dans lesquels aussi il y a d'autres éléments, d'autres candidats qui pourraient jouer le rôle, comme vous l'avez évoqué à juste titre, Michelle Obama, qui par contre, elle, depuis quelques semaines et pour pas dire quelques années, avait exclu toute proposition, en tout cas toute ambition présidentielle, à savoir être candidate. Donc vous voyez, le dilemme est assez fort. Cependant, encore une fois, je pense que les heures à venir, les jours à venir pourront déterminer au moins une tendance. Encore une fois, je dis bien face à un Donald Trump inarrêtable, un Donald Trump qui surfe sur une vague scélérate qui est celle justement de cette dynamique post-attentat et surtout aussi qui met en exergue la fragilité de Biden en se retirant de sa candidature, mais aussi maintenant joue sur le fait de sa démission, potentielle démission, puisqu'il a démontré Monsieur Knissa, justement, il y a une bataille médiatique qui s'annonce très rude entre les deux camps, démocrates et républicains. On voit par exemple toutes les caméras sont braquées sur le domicile de Kamala Harris et sur la Maison-Blanche. Aucune réaction visuelle, mais beaucoup de communiqués, de tweets. On a vu que Biden a choisi de publier un communiqué laconique sur Twitter, sur X, et se contenter justement d'une simple description de son bilan de 3 ans que de faire une conférence de presse et de s'exprimer justement sur son avenir à la Maison-Blanche. Surtout que beaucoup d'observateurs et même des démocrates demandent sa démission immédiate de la Maison-Blanche. C'est ce qui est justement symptomatique de cette division au sein même des démocrates, vous l'avez dit, il y a plusieurs acteurs majeurs, y compris Barack Obama depuis quelques jours, qui avait demandé à Biden de reconsidérer sa candidature, Pelosi également, même d'autres acteurs, notamment dans l'artistique, puisque aussi l'acteur américain George Clooney avait effectivement joué justement et pesé justement dans cette dynamique contre Biden. Mais encore une fois, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes, comme j'expliquais, en phase avec une nouvelle séquence politique, nouvelle séquence électorale dans laquelle, y compris maintenant le camp des démocrates, non seulement considère ou reconsidère la fragilité aujourd'hui de sa candidature, pour pas dire une espèce d'élection jouée d'avance, puisque je reviens sur 2 sondages établis le 18 juillet dernier, notamment sur deux instituts indépendants, qui avaient justement, je dirais, donné Donald Trump comme candidat, victorieux, notamment avec de 4 à 6 points de différence. Je vous parle avant ce retrait de cette candidature. Donc ce retrait de candidature aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, le timing ou le mauvais timing pourrait aussi jouer en la faveur de Trump, qui n'a cessé justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de jouer sur cette vague, de déstabiliser aussi le camp démocrate, puisqu'il est déjà divisé, déstabilisé et fracturé. Les États-Unis elles-mêmes sont aujourd'hui fracturées entre 2 sociétés effectivement conservatrices et démocrates. Mais j'ai envie de vous dire que Joe Biden aujourd'hui, même s'il incarne ce candidat ou peut-être ce président depuis 4 ans maintenant de l'Amérique apaisée, ne peut faire face effectivement à un élément naturel qui est l'effet de l'âge, l'effet de l'état de santé notamment, qui aujourd'hui sont en sa défaveur. Mais je reviens pour conclure peut-être que ce qu'on oublie, c'est que aujourd'hui les démocrates ont quelques jours pour essayer d'établir un plan de secours
une alternative viable, une alternative qui tient la route pour contrebalancer la dynamique Trump, mais surtout aussi, on oublie qu'ils ont que 3 mois versus un Donald Trump qui est en campagne électorale depuis 4 ans. Merci, M. Badis Khnissa. Restez avec nous pour la poursuite du débat. Alors, Faisal Mataoui, les observateurs sont clairs. Cette élection est un peu, disons, mal démarrée. Aujourd'hui, elle est relancée par cette nouvelle annonce et même relancée sur le camp démocrate. Aujourd'hui, c'est la grande inquiétude et aussi la grande interrogation sur le candidat qui va conduire le camp démocrate. Oui, absolument. Il faut noter que le président Biden est en confinement parce qu'il a été testé positif au Covid-19. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de déclaration vidéo, mais il a promis de faire un discours. Bonne excuse. Et comme l'a souligné notre invité, effectivement, il y a une visite qualifiée d'importante de Netanyahou aux États-Unis, une visite très contestée aussi, y compris au sein du Parti démocrate, à cause des crimes de guerre, des crimes commis par Israël à Gaza. Le camp démocrate, oui, je l'ai souligné tout à l'heure, ça a rappelé ce qui s'est passé en 1968. C'est à cause de la guerre du Vietnam, des divisions sur le choix des candidats qui ont conduit à la perte des élections. Et il y a de fortes chances que le Parti démocrate perde aussi ces élections, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et c'est vraiment risqué de changer un candidat presque à la dernière minute. Il reste 4 mois. Il reste, oui, moins de 4 mois, parce que la convention du Parti démocrate aura lieu à Chicago le 19 août prochain. Pour choisir un candidat, il va falloir des primaires, entre guillemets, parce que les primaires ont été déjà dépassées. Qui choisir? Est-ce que c'est Kamala Harris? Kamala Harris qui n'a jamais eu un taux de popularité très élevé durant le mandat du président Biden. Biden l'a choisi comme éventuelle candidate. On parle tout à l'heure, je parlais avec Sofiane, d'un candidat qui est très cité dans les cercles initiés aux États-Unis, c'est Josh Shapiro, qui est l'actuel gouverneur de Pennsylvanie, un homme qui est très proche de Tel Aviv, entre parenthèses. Il y a aussi la gouverneure de l'État de Michigan, Gretchen Whitmer, c'est une femme, et d'autres candidats. Donc il va falloir choisir celui qui pourra battre, entre guillemets, Donald Trump. Donald Trump est triomphant, il est présent sur tous les... selon plusieurs sondages, il est présent déjà comme quelqu'un qui a déjà gagné les élections, parce qu'il est devenu un héros national avec l'attentat du 13 juillet dernier. Raté, hein. Il y a raté, oui, un attentat raté contre lui, contre sa personne. Il y a aussi les puissances d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule autour de Donald Trump, qui rassure aussi certains milieux d'affaires, certains milieux conservateurs aux États-Unis. C'est un homme blanc, c'est un chrétien, parce que ces éléments, il faut les prendre en compte. Et l'autre intervenant a raison de dire qu'il y a une certaine misogynie, pour ne pas dire une misogynie très très forte aux États-Unis, notamment dans les États du Sud, contre les femmes, contre l'élection d'une femme. Jamais dans l'histoire des États-Unis, il y a eu une femme qui a dirigé le pays. Hillary Clinton a failli l'être, mais à la dernière minute, c'est les grands électeurs qui décident, parce que les grands électeurs, c'est finalement eux qui décident du choix du président. Donc face au camp démocrate, il y a beaucoup de défis. D'abord, choisir un candidat qui aura la possibilité de rattraper le temps perdu et de s'imposer face à Donald Trump qui a avancé déjà son programme, qui a fait des assurances notamment avec les partenaires étrangers, parce qu'il s'agit aussi de gérer des conflits extérieurs, la politique extérieure notamment avec la crise, avec la guerre en Ukraine, la crise humanitaire et humaine et politique au Moyen-Orient, etc. Tous ces dossiers vont être de véritables défis pour le prochain candidat des démocrates. Faisal Mataoui, vous connaissez un petit peu le monde médiatique américain, mais aujourd'hui, aux États-Unis, on ne fait pas beaucoup de sondages pour connaître la popularité des candidats. Oui, les sondages, notamment en France, ont montré... Par rapport aux Français. Oui, c'est une parenthèse, ont montré qu'ils se trompaient parce que 27 sondages en France ont donné le Rassemblement national gagnant aux élections. C'est pas le même... Oui, c'est vrai, mais pour dire qu'il faut se méfier aussi des sondages. Mais là ça perturbe un peu. Les Américains ne sont pas très sondages. Ils ne sont pas très sondages, mais ça perturbe un peu parce qu'il y a aussi une grande partie des médias américains qui sont proches de Trump et qui soutiennent la politique de Trump. Il y a qu'à citer Fox News qui a toujours été au service de Trump et de ses idées. Il y a d'autres médias qui sont aussi à sa solde. Le Parti démocrate à Paris affaibli à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de questions qui peut-être nous disent rien, nous du côté de l'Afrique, du Moyen-Orient et du monde arabe, comme la question de l'avortement.
qui est très très suivi et qui peut balancer aussi des avis aux États-Unis, la politique intérieure, la politique sociale, médicale. Et notre intervenant a raison de dire que les Américains votent plutôt pour le candidat qui les rassure sur la politique intérieure plutôt que la politique extérieure. Et Donald Trump qui rassure qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine, qu'il va réguler beaucoup de conflits. Est-ce qu'il faut le croire? Il n'a pas pu le faire auparavant. Et donc disons que les États-Unis, pour le camp démocrate, c'est une grande inconnue pour savoir qui sera le prochain candidat et qui pourra donc faire face à Trump qui est presque sûr à l'écouter de gagner les élections. Avant de venir à l'émission, Sofiane Baroudi, on a observé ensemble quelques émissions un petit peu sur les médias arabes, mais aussi européens, notamment français, et on a vu que Trump avait la cote, que ce soit dans le monde arabe ou dans le paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, est-ce que le candidat Trump est peut-être le moins bon président pour les Américains et pour la politique internationale américaine? Objectivement, le candidat, l'ancien président Donald Trump, on va dire qu'il a beaucoup de longueur d'avance sur le président ex-candidat Joe Biden pour des raisons qui ont déjà été évoquées ici, notamment dû, si vous voulez, un peu à ce qu'on appelle le vitalisme, c'est-à-dire que Joe Biden est très amoindri. Déjà, au départ, en 2020, on parlait des facultés cognitives et mentales qui étaient très amoindries. Certains ont même parlé de certains rapports médicaux qui auraient été cachés à l'opinion publique. Il faut se rappeler aussi que les élections de 2020 ont connu la plus grande crise politique de l'histoire des États-Unis, avec un grand mouvement, une insurrection sur le Capitole. Et on va dire que le candidat Donald Trump a bénéficié aussi d'un aspect antisystémique qui arrive à capter beaucoup l'opinion internationale parce que, si vous voulez, le MAGA, le mouvement conduit par Trump, est un mouvement prétendument antisystémique qui s'attaque à la grande élite internationale, qui s'attaque aussi à ce qui est appelé le Deep State, c'est-à-dire l'État profond américain, et qui arrive à mobiliser largement, non seulement aux États-Unis, il arrive à mobiliser, si vous voulez, une certaine base sociale assez importante, qui est une base sociale évangéliste, aussi une base sociale dans les milieux périphériques, ruraux, mais aussi à l'international. On va dire qu'il y a si vous voulez, un camp néoconservateur assez important, et avec la montée des courants d'extrême droite partout dans le monde, il y a aussi, si vous voulez, un climat favorable à une réélection de Donald Trump. Après, moi, je pense que l'une des raisons du retrait du candidat Joe Biden, c'est que l'élection de 2024 était vraiment très chargée en matière de tension et qu'il y avait une polarisation très importante entre la personnalité de Biden et de Trump qui aurait pu déboucher sur une guerre civile. Et le fait d'avoir retiré Joe Biden, c'est un peu une façon, si vous voulez, de court-circuiter certaines tensions pour que ça n'arrive pas à une certaine limite de dérive, éventuellement. Parce qu'il faut rappeler aussi la conjoncture. Le Parti démocrate ne risque pas juste de perdre les élections, il risque de se perdre lui-même. Il y a de très fortes chances d'implosion du Parti démocrate pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que Joe Biden a eu une attitude, notamment sur la question palestinienne, qui a beaucoup divisé à l'intérieur du Parti démocrate. Toutes les villes qui sont insurgées aux États-Unis, la jeunesse, les étudiants, les grandes universités sont des bases du Parti démocrate. Ils se sont insurgés pendant des mois. Il y a aussi la guerre en Ukraine qui a fait couler beaucoup d'encre parce que Washington s'est investi, qu'elle a investi beaucoup d'argent dans le soutien aux Ukrainiens, que la contre-offensive ukrainienne a été un échec, que la guerre va être perdue selon la plupart des grands spécialistes, c'est-à-dire que les positions qui ont été acquises par l'offensive russe ne seront pas rattrapables. Il y a aussi une perte de vitesse des États-Unis. Je pense qu'il y a un autre élément important, parce qu'on avait vu, par exemple, que CNews avait, si vous voulez, un timbre trumpiste très, très prononcé. Moi, je pense que ce qui s'est passé lors des élections législatives en France, c'est-à-dire la mobilisation rapide des minorités sur un programme unitaire d'une gauche assez unie, a aussi impacté les États-Unis, et notamment un personnage important qui est Barack Obama, qui était vraiment l'éminence grise de Joe Biden, qui a un peu appuyé, fait pression sur Joe Biden pour essayer un scénario analogue pour mobiliser autour d'un candidat qui peut-être pourrait être un candidat d'union des minorités, parce que les minorités aux États-Unis, c'est-à-dire notamment les minorités afro-américaines qui sont très actives et latino-américaines qui sont aussi très actives sur l'échiquier politique, se sont désolidarisées de Joe Biden et sont apparemment très hostiles à Kamala Harris. Je pense, Salim, que Trump a tracé sa stratégie par les stratèges qui l'entourent, la stratégie électorale face à Biden. Biden affaibli, malade, contesté. Là, Trump, c'est pour ça qu'il se tait actuellement,
Probablement. Il ne s'est pas tué. Il a redit que Joe Biden était le pire président de l'histoire. Il s'est exprimé, oui, effectivement. Et même violemment. Il s'est exprimé, mais il sait bien qu'il doit réadapter sa stratégie de communication, sa stratégie de... Il doit attendre la mi-août pour savoir qui sera le prochain candidat. Il sait bien qu'il y a des contestations par rapport à Kamala Harris. Et effectivement, le Parti démocrate prépare aussi l'après-élection présidentielle, parce qu'il me semble qu'il y a les élections du Congrès, et il ne veut pas, au cas où Trump gagne les élections, le Parti démocrate souhaite garder le Parlement dans le futur. Juste une petite idée par rapport à l'importance du dossier économique aux États-Unis, à la question pétrolière, à la question du carburant. Et je pense que les derniers développements de l'actualité internationale, notamment via l'agression de l'entité sioniste contre le Yémen et les risques d'embrasement, notamment du Golfe arabo-persique, qui recèle les plus importantes réserves de pétrole, inquiètent beaucoup à Washington parce qu'on peut se retrouver avec un choc pétrolier très rapidement. Mais avec un Trump à la tête de la Maison-Blanche, ce sera très compliqué de gérer plusieurs crises, notamment dans le pays du Golfe. On va revenir pour une dernière intervention avec Nicolas Merkovitch. Monsieur Merkovitch, vous êtes avec nous ? Oui, je suis toujours là. Oui, alors, pour vous, si Donald Trump est réélu, est-ce que ça réglera le problème en Ukraine et le problème palestinien ? Alors, non, ça ne va pas le régler parce que ce sont des problèmes qui sont compliqués. En revanche, les États-Unis doivent les régler. Les États-Unis, une partie des États-Unis se rend compte qu'aujourd'hui, l'Empire est allé trop loin. C'est ce que Paul Kennedy, qui est un universitaire britannique, un des plus grands spécialistes des États-Unis, appelle le Imperial Overstretch. C'est-à-dire c'est la surextension impériale. Et on voit bien... Ça n'a rien à voir avec Star Wars. Ça n'a rien à voir avec Star Wars. Les États-Unis aujourd'hui ont perdu contre la Russie, ou en tout cas ont eu beaucoup de mal. Ils avaient tous les éléments en main, ils ont surarmé l'armée ukrainienne, l'OTAN est omniprésente en Ukraine, ils ont appliqué, il y a plus de 14 000 sanctions contre la Russie, et non seulement la Russie grignote actuellement du terrain militairement, l'Ukraine est en train de perdre militairement, mais en plus les Russes en parallèle sont en train de signer des contrats à travers le monde entier, et on se rend compte, et c'est l'Institut Wilson, qui est un institut américain qui le dit, que les sanctions qui sont appliquées contre la Russie sont appliquées par des pays qui représentent que 16% de la population mondiale. Donc les États-Unis voient que la Russie est en train de lui résister. Pire, le grand ennemi, le grand rival des États-Unis, c'est la Chine. La Chine qui est la première puissance mondiale en parité de pouvoir d'achat, la Chine qui continue à avancer dans la production de nanotechnologies pour les semi-conducteurs, qui est intervenue pour nouer un traité de paix ou un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui étaient censés être les deux frères ennemis de l'islam. Tout à fait, oui. Absents, les États-Unis sont présents au Moyen-Orient, omniprésents, avec des bases militaires à travers tout le Moyen-Orient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis qu'ils sont au Moyen-Orient, il y a des guerres partout. La Chine, qui est lointaine et qui n'a pas la présence historique des États-Unis, réussit un coup de maître comme celui-là. Donc, le prochain président voit que au niveau international, que la puissance des États-Unis est diminuée et les États-Unis ne pourront pas et soutenir la guerre en Ukraine, et soutenir Tel Aviv, et soutenir Taïwan contre la Chine. Je pense que Trump, par rapport à Biden, aujourd'hui, est plus lucide sur le sujet. C'est-à-dire qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait la paix. Alors, il parle en homme politique, alors que Biden est plutôt un homme de guerre. Biden, il donne de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza d'un côté, mais il donne des armes et des bombes à Tel Aviv de l'autre. Donc, aujourd'hui, je pense que Trump est plus lucide. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir de qui est-ce qu'il s'entoure. Parce que la dernière fois, Donald Trump avait plus ou moins ce discours un peu isolationniste, un peu pacifique. N'oublions pas que Donald Trump est un des seuls présidents de l'histoire des États-Unis à ne pas avoir enclenché de nouvelles guerres. Il a tenu sa promesse, mais il s'est entouré de néoconservateurs comme Mike Pompeo, comme John Bolton, qui eux étaient à fond pour la guerre. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est si Donald Trump est élu, de qui est-ce qu'il s'entoure pour voir ce qu'il va faire. Mais le prochain président des États-Unis devra négocier des paix sur différents territoires d'opération dans le monde, ou alors on a le risque de certains néoconservateurs qui voudraient au contraire passer la vitesse supérieure et déclencher des guerres plus importantes pour ne pas perdre leur hégémonie. Et ça, c'est une grande crainte. Beaucoup d'Américains ne suivent pas ça de près, mais au sein même de l'appareil du complexe militaro-industriel dont le président Eisenhower américain nous avait parlé lui-même, vous avez beaucoup de personnes qui voient que les États-Unis ne sont plus la puissance hégémonique et qui veulent au contraire se battre
aujourd'hui pour montrer leur puissance et gagner leur zone d'influence, enfin garder sous leur zone d'influence à travers le monde. Et ça, c'est dangereux. Et on regarde ça de près. Merci beaucoup, Nicolas Merkovitch. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Paris. Vous êtes spécialiste des questions géopolitiques, notamment la question américaine. Merci aussi à M. Badis Khnissa qui était en direct avec nous de Paris. Merci, messieurs, Faisal Matawi et Sofiane Baroudi. Cette élection ne vient que de commencer. Je pense qu'il y aura encore des choses à dire sur la poursuite de cette campagne politique aux États-Unis. Notamment le choix du candidat démocrate. Notamment le choix du candidat démocrate. Ça sera une surprise peut-être. Restez branchés sur Al24 News. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.